القصة مال اليوم قصة وايد متشوقة، قصة يعني تتنرفز، قصة تتبتشي، قصة وايد جميلة وفيها وايد عبر راح تخليك تخاف حتى من الخيال مالك. أقول حق نفسي no way, what's that, what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Allah, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle story time, une nouvelle HDV. Vous êtes pas prêts. Donc aujourd'hui, on est passé du mauve au blond. Et je vous présente Spears, genre Britney Spears, mais moi je l'appelle que Spears, you know. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'allez pas trop entendre mon chauffage, mais je peux pas du tout l'éteindre puisque déjà j'ai mon linge qui est en train de sécher devant moi, et aussi sinon j'ai froid. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop. De toute façon, je fais toujours un nettoyage de la bande sonore au maximum, donc normalement ça devrait, Inch'Allah, aller. Donc maintenant, j'ai tellement hâte de vous faire l'histoire qu'on va y aller sans plus tarder en fait. Donc je vais vous demander de mettre vos écouteurs, d'éteindre vos lumières, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous écoutez une de mes nouvelles vidéos. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle HDV Storytime, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, في أحد الدول العربية الخليجية. Donc, en fait, la personne qui a raconté cette histoire, elle n'a pas précisément mentionné son pays, ok? Elle a juste dit que c'était dans un pays du Khalij. Donc, on ne peut pas savoir si c'est au Qatar, à Dubaï, au Bahreïn, à Oman, Mohim. C'est en tout cas dans ces régions-là. Par contre, il nous dit que ça s'est passé en premier temps dans un village, et quand on va avancer dans l'histoire, et on va être entre le village et une ville. Donc là, on remonte des années de ça en arrière avec le père du principal intéressé de cette histoire, mais lorsque son père s'est marié avec sa mère. Donc lui, il n'existait même pas. Donc vous voyez d'où est-ce qu'on va remonter le fil de toute cette story time là. Donc c'est un jeune homme à l'époque, son père, il s'occupe de sa mère vu que son père est mort quand il était encore jeune, sa mère ne s'est jamais remariée, et donc le papa de celui qui nous raconte était un fils unique. Donc il s'occupait des terres que son père lui a laissées, ainsi que de sa mère, et plus il prenait en âge, plus il y avait une idée qui commençait à s'installer dans son cerveau, à savoir qu'il voulait maintenant fonder une osra, c'est-à-dire fonder une famille. Eh bien, il est parti dire à sa mère qu'il voulait se marier, qu'il sentait qu'il était prêt. De toute façon, il avait l'âge, il avait la situation. Maintenant, il lui manquait plus qu'une femme pour fonder un foyer complet et, Inch'Allah, avoir des enfants. Donc il va voir sa mère et il lui dit, je ne sais pas si dans tes copines ou dans tes connaissances ou dans les connaissances éloignées proches de la famille, est-ce qu'il n'y a pas une fille qui peut être Mouna Sibali, ça veut dire qui peut être bien avec moi, qui va me comprendre, etc. pour qu'on se marie. Donc d'un premier temps, la grand-mère, elle est super heureuse de cette nouvelle. Elle attendait que ça, que son fils, il lui donne le top départ. Et elle lui a dit, ya oulidi fi wahda yani ashufha munasiba lik. Genre, elle lui a dit, il y en a une, mon fils, que vraiment je vois pour toi, elle pourrait très bien aller. Donc il nous dit la vérité, c'était pas une grande beauté. Genre, c'était une fille dit complètement banale. Par contre, Rabbat Beit, c'est-à-dire que c'est une fille qui sait tenir un foyer. Elle habite dans le village éloigné du leur. La fille, pour la grand-mère, elle paraît bien. Et donc, le père de celui qui nous raconte
il a aucun critère. Il s'en fout de la beauté, il s'en fout de tout ça, là, ce qui peut pour certains être du superficiel. Donc, ils sont partis demander la main de cette jeune fille à l'époque en question. Et c'est avéré qu'elle était ni promise, ni demandée en mariage, et qu'elle était partante pour se marier. Donc là, les deux familles, une fois qu'elles sont d'accord, le mariage se fait. La jeune fille en question, elle s'appelle Salima. Donc là, quand Salima elle est partie s'installer avec donc le mari et la grand-mère, dans un premier temps, tout se passe bien. Puis très vite, le père de celui qui nous raconte, il nous dit qu'il a commencé à remarquer que Salima est devenue le koul fil koul. C'est-à-dire qu'elle a très vite pris ses aises, qu'elle donnait des ordres, qu'elle a imposé un nouveau régime d'horaire pour les repas, et tout ça, qu'elle parlait un peu plus fort que les autres, qu'elle était quand même assez caractérielle. Et voilà, donc le mari, dans un premier temps, il est choqué, mais il lui a jamais fait la remarque. C'est comme s'il s'est acclimaté avec sa personnalité. Et la grand-mère, pareil. Mais intérieurement, genre, il pensait pas qu'elle était comme ça, parce que genre de l'extérieur, elle paraît être douce, elle paraît être dans le dialogue et tout, mais c'est tout le contraire. Donc là, Salima, ça devient la nouvelle reine, on va dire, du foyer. La grand-mère, comme elle a un certain âge, elle laisse couler, elle n'a pas envie de se prendre la tête, son fils vient juste de se marier. Même quand elle lui parle mal, elle rétorque pas, elle répond pas, elle la laisse de côté, puis elle se dit intérieurement, la grand-mère, elle est comme ça. Mais elle est quand même d'un autre côté, elle est dégoûtée parce que c'est quand même elle qui l'a choisi pour son fils. Elle voit que son fils, face à elle, il n'a aucune parole, aucun caractère. Et donc, il y a des petits regrets, mais elle se dit peut-être qu'avec le temps, Inch'Allah, elle changera. Elle lui faisait que des ad'iyah pour qu'elle se hedden, genre. Elle faisait que des invocations pour que Dieu, il l'apaise et la calme. Et là, quelques mois vont passer, et du jour au lendemain, la grand-mère, tasbah tayihat al-farash. C'est-à-dire que la grand-mère, elle va tomber KO, malade, jusqu'à ne plus pouvoir se lever de son lit. Alors que la grand-mère, malgré qu'elle était d'un âge avancé, elle n'avait jamais été de sa vie chez le médecin. Et même son accouchement, elle avait accouché chez elle avec l'aide d'une qabla, d'une aide soignante, on va dire, à domicile, pas aide soignante, sage-femme, pardon, à domicile, tellement que c'est une femme à l'ancienne, quoi. Donc, elle avait toujours, quand elle se sentait mal, elle s'était jamais soignée avec des médicaments comme nous on connaît, Toplexil, Doliprane, etc., etc., mais toujours par le biais des plantes. Donc là, elle comprenait pas. Dans un premier temps, quand elle a commencé à se sentir mal, elle a commencé à se soigner, à prendre les remèdes de grand-mère qu'elle se faisait et qui avaient toujours marché sur elle depuis qu'elle était jeune fille jusqu'à l'âge qu'elle avait. Mais là, il sentait que le vent était en train de tourner et que la situation demande d'intervention de médecin, c'est-à-dire il faut aller à l'hôpital. Et quand son fils il a vu que sa mère, là, c'était plus possible, elle devenait de jour en jour une loque, il décide de la prendre, de la ramener à l'hôpital. Ils lui font toute une batterie d'examens et toutes les maladies qu'elle n'a jamais eues, elle va repartir la pauvre avec un panel. Tension, cœur, diabète. Et là, ce qui va commencer à inquiéter le père de celui qui nous raconte cette histoire, c'est les fortes fièvres qu'elle va développer. Donc, il part avec elle de médecin en médecin, il leur prescrivent des médicaments, elle les prend, mais cette fièvre-là ne la lâche pas. Puis ça commence à avoir des hallucinations, elle dit qu'elle voit des choses qu'elle seule voit. Bref, la pauvre femme, elle commence vraiment aussi en même temps comme à perdre la boule. Donc là, le fils, il fait tout ce qui est possible de faire. Il s'enchaîne à droite, à gauche. On lui dit tel médecin est bien, il y va. Tel médecin est bien, il y va. Mais à la fin, il n'y a aucun résultat. Et la grand-mère, elle va rester ainsi, cappuccino, cappuccinette, jusqu'au matin où son fils, il va aller la voir pour lui dire comment tu te sens aujourd'hui. Et la trouver morte. Paix à son âme. Allah yarhama. Donc là, pour le père de celui qui nous raconte, c'est un énorme choc, une énorme perte à tout âge.
quand ça touche les parents et surtout la mère, et surtout que lui, il était super proche de sa maman, qui avait dévoué sa vie pour lui, qui ne s'était pas remarié et tout ça, la perdre comme ça, c'était vraiment un choc. Surtout que quand il va chercher à savoir de quoi elle est morte, dites-vous que les médecins ne vont même pas réussir à déterminer la cause de la mort. Genre, c'est mystérieux. Donc là, il fait une période, le pauvre, de dépression, mais il se dit que il y a encore Salima, ils veulent fonder un foyer et il faut que la vie, elle continue malgré tout. Donc, il va invoquer pour sa mère, mais lui, même si sa mère, elle, n'est plus là, lui, il est toujours là dans notre monde, donc il faut qu'il continue de vivre, quoi, le pauvre. Donc, c'est tant bien que mal qu'il va se remettre à reprendre ses activités, aller au champ, aller un peu se poser avec ses amis, et puis commencer à s'habituer à sa vie, cette nouvelle vie, sans maman. Mais là, la Salima, en fait, au lieu de réconforter son mari, elle va plus imposer son caractère, sa personnalité, vu qu'elle voit que son mari, c'est un homme doux, gentil, qui a horreur des conflits et des bagarres, elle lui est montée dessus, on va dire. Et lui, le pauvre, il s'est laissé faire parce qu'il n'a pas une nature mauvaise, il est une personne très douce et très gentille. Donc là, la vie continue et ils vont avoir 2 enfants. Donc le premier, c'est un garçon et il s'appelle Abdel-Sattar et c'est donc celui qui nous raconte cette story time. Et par la suite, ils ont eu la naissance d'une petite fille qu'ils ont appelée Fahima. Donc là encore, les années avancent jusqu'au jour où le père de Abdel-Sattar va mourir. Comment? Pourquoi? Allah alam. Seul Dieu sait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sa mort ressemble fortement à la mort de sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été malade et d'un coup d'un seul, il est tombé malade. Ça a été le même procédé qu'avec sa mère. Et un matin, ils l'ont trouvé faraq al-hayat. Il avait quitté la vie d'ici-bas. Il est mort, il est parti, le pauvre. Donc tout le monde était choqué. Surtout que il est parti trop vite. Et là encore, les années passent jusqu'à que, dites-vous, Fahima, maintenant, elle a une vingtaine d'années. Et un jour, elle sort de ses ailes juste pour faire des photocopies. Et elle ne savait pas, la pauvre, qu'elle ne retournerait jamais chez elle. Comment et pourquoi? Elle va juste, dites-vous, traverser la route sur le passage piéton. Sauf qu'elle n'avait pas vu, la pauvre, et bien qu'une voiture est en train de débouler à grande vitesse. Et cette voiture, elle ne va pas la louper. Elle va, bim, l'écraser d'un coup d'un seul. Donc la pauvre Fahima, à son tour, Allah yarhamha, paix à son âme, est morte. Donc la sœur. Donc depuis l'histoire, la grand-mère n'est plus, le père n'est plus et maintenant la fille n'est plus. Donc la mère Salima, là ça a été l'épreuve, on va dire, dans sa vie de trop. Ça faisait à peine quelques temps qu'elle venait de perdre son mari et là elle perd sa fille dans des circonstances rameda, c'est-à-dire des circonstances dures, sombres comme ça, d'un accident, juste elle allait faire des photocopies quoi. Donc là, ça a été trop dur, que ce soit pour Abdel-Sattar ou sa mère, mais surtout la mère parce qu'elle était vraiment très proche de sa fille. Donc à partir de cet instant-là, la maman elle va développer une peur, je ne sais pas si ça se dit phobique, mais de la phobie quand son fils il est loin d'elle. C'est-à-dire que maintenant, toute son attention et toute sa peur, elle va la diriger vers son fils. Et donc, si elle pouvait l'attacher, le coller à elle par la glu uhu pour qu'il s'éloigne jamais d'elle, elle l'aurait fait. Voire même la graffer à elle, elle l'aurait fait. Donc les premiers changements que Abdel-Sattar va constater sur sa mère, c'est que maintenant, avant de sortir, sa mère elle connaît ses horaires de sortie à lui. Donc elle se pose devant la porte de la maison
pour déjà lui réciter des protections et des invocations avant qu'il ne sorte dehors. Ensuite, elle le bakhar, elle lui met de l'encens en disant que Dieu protège mon fils du mauvais œil, que Dieu fasse que tu partes et tu reviennes en bonne santé, etc. etc. Donc Abdel Sattar dit toujours ça l'étouffait parce que c'était pas tous les jours le même boukhor, c'était toujours des encens différents. Pour certains, ils sentaient bon, pour certains, l'odeur était bizarre. Tout le temps, elle essaye de le dissuader de sortir dehors, sauf que, comme il lui dit, il faut qu'il aille au travail, il a besoin de sortir, mais il la rassure en même temps en lui disant genre, ne t'inquiète pas, Inch'Allah, je vais revenir, arrête de t'inquiéter, pense à ta santé, arrête d'avoir peur. Dites-vous qu'elle lui avait imposé, si tu veux travailler, tu travailles, mais tu trouves un job où tu travailles soit que la matinée, soit que l'après-midi. Mais pas toute la journée, parce que j'ai pas envie de rester tout seul, il faut que tu penses à moi, j'ai plus personne dans ce monde à part toi, etc., etc. Donc le pauvre, il avait fait des mains et des pieds pour trouver un patron qui va accepter genre de le faire travailler à ce rythme-là, puisque sa mère, elle le menaçait de se faire du mal s'il en était autrement. Mais Abdel Sattar, même si ça l'étouffe, d'un côté, il comprend sa mère et même il trouve que c'est juste de l'amour énorme, excessif qu'elle a envers lui. Donc bien sûr que ça le touche et qu'il sait que c'est les répercussions psychologiques des traumas qu'elle a subis. Déjà la perte de son mari, on ne sait pas dans quelles conditions et de quoi il est mort, mais sa fille, comme ça je reviens toujours au même mot, les photocopies, c'était on va dire la goutte d'eau qui a fait dépasser le vase, et donc c'est pour ça qu'elle agissait ainsi avec Abdel Sattar. Donc là, toute l'histoire, dites-vous que je vous raconte, c'est tout ce qu'il y a dans le procès juridique de cette affaire. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'aux 27 ans de Abdel Sattar, un jour, il rentre chez lui, il est enjoué, mais grave. Il sourit, il chantonne, il danse, il joue avec sa mère. Mohim, sa mère, bon, Abdel Sattar, c'est pas quelqu'un qui est trop expressif, qui est trop enjoué. Donc là, directement, quand il a une réaction de farha, de bonheur, ça se voit sur lui et elle va chercher à savoir. Donc sa mère va dire Abdel Sattar, ya walid, ايش فيك? ايش فيك مستانس? Genre en gros, qu'est-ce que tu as à être si heureux? Donc là, Abdel Sattar, il lui dit vraiment, on peut rien te cacher. Et il va dire à sa mère, ya Imma, كيف أقول لك? Comment te dire? J'ai pris une décision. Et la décision que j'ai prise, c'est que je décide, Inch'Allah, de prendre ma vie en main et à Kemmel Dini, genre en gros, je vais clôturer ma foi en me mariant. Donc là, la mère Salima, elle n'était pas du tout prête à cette révélation de son fils. Elle lui dit, Keif, Cheno, genre, quoi? Tu dis quoi? Et elle répète, Abdel Sattar dit, j'ai décidé que voilà, j'ai 27 ans, j'ai envie que mes enfants ils grandissent avec moi, donc genre en gros, j'ai décidé qu'il fallait que je me marie. Malameh Salimat Ghayrat. C'est-à-dire que le visage de la mère, il a changé. Elle était plus si enthousiaste que ça de savoir et de connaître la réponse de son fils. Elle a commencé à souffler, elle a commencé à ronchonner et à lui dire ok, genre en gros, ok, tu dis que je vais te marier, mais d'abord avec qui? Avec qui? J'ai envie de me marier avec, il avait un oncle donc du côté de son père qui avait une fille et cette fille en question elle s'appelle Fouzia. Donc il lui dit Abi atjawaz Fouzia. Donc là directement Salima, elle a su c'était qui. Elle a fait Fouzia, yani bint ammak Abdel Jabbar hadak. Genre en gros, oui, la fille de Abdel Jabbar là, Fouzia elle. Donc là, Abdel Sattar, il lui a fait Aywa yima. Genre en gros, oui c'est elle. Donc Abdel Sattar,
il lui dit, écoute, je lui ai parlé à de nombreuses reprises, t'inquiète pas, on n'était jamais que nous deux, elle était soit accompagnée d'une de ses sœurs ou soit d'une copine à elle, et zama, on se plaît, on a envie de fonder un foyer ensemble, on a envie de se marier, et comme j'ai envie d'aller les demander au plus vite ma main, genre à son père, bah je t'en parle parce que je veux qu'on aille dans les jours qui arrivent là. Donc là, ça fait trop d'informations pour Salima, qui commence à mettre ses deux mains sur sa tête et à lui dire sabar, sabar, sabar. Genre en gros, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Enta lessak asghayr. Genre en gros, toi t'es encore petit, t'es encore jeune. Abdel va dire maman, j'ai 27 ans, je vais sur mes 28. Genre en mode, par rapport à des autres garçons du village, je suis en train de vieillir. Genre des plus petits que lui, ils sont déjà mariés et ils sont à leur premier, voire leur deuxième enfant. Cette Fouzia, surtout elle la Fouzia, Ana a'rifha, genre en gros, même moi je la connais et je peux te dire une chose, bint medellala. Genre en gros, c'est une fille qui est trop pourri gâtée, qui fait trop la meuf, elle a des aspirations qui sont hautes, mon fils, et elle, si tu mets avec elle, genre en gros, tu vas couler, tu vas pas assumer. Une femme comme ça, là, elle veut trop faire la princesse. Non, 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 je la vois pas du tout aller avec ton caractère. En plus, comme je t'ai dit, genre en gros, t'es jeune, t'as encore tout le temps de penser au mariage, à fonder une famille, t'es encore petit. Genre en gros, sors, va, profite et aide, après tu viendras me parler de mariage. Bah justement, c'est ce que j'aime sur elle parce qu'elle sait prendre soin d'elle, elle a des ambitions, elle a beaucoup de choses qu'elle aimerait concrétiser, elle est moderne, elle est comme j'aime, voilà. Donc moi, ça me dérange pas, au contraire, c'est à cause, genre en gros, de ces arguments-là que même j'ai envie de me marier avec elle. Donc là, Salima, elle commence à serrer. Oui, mais احنا ما عندنا تكاليف الزفاف ولا تكاليف المهار. Genre en gros, oui, mais nous on n'a même pas de quoi en matière d'argent, genre d'économie, de côté, ni pour un mariage, ni pour la dot, ni pour ça. Et tu sais très bien, mon fils, un mariage, voilà, c'est onéreux, ça coûte de l'argent. Et moi, j'ai pas envie que tu ne fasses rien, j'ai envie, voilà, que tu fasses un beau mariage, toi aussi, et tout. Donc, attends, mets de côté, et là, tu penseras au mariage, et en même temps, tu prendras de l'âge comme ça. C'est-à-dire, j'ai pensé, j'ai réfléchi, et j'ai pensé à un truc qui va être vraiment trop bien. C'est que la terre que mon père m'a laissée, une parcelle, genre en gros je prends une parcelle de terrain et il y a toujours notre voisin Intel qui me dit toujours est-ce que tu veux vendre, est-ce que tu peux me vendre et tout ça. Donc j'ai décidé, je vais lui vendre un bout de terrain et quand il va me remettre les sous, bah, j'aurai de quoi faire un mariage, donner la dot et même on aura de quoi si on veut partir 2-3 jours, genre voyage de noces, bref quelque chose comme ça. Mohim, j'aurai des sous de côté. C'est la solution que j'ai trouvée. Surtout que le terrain, lui, il s'en occupe même plus. Genre, ils ont la terre et tout, mais il y va pas. C'est pas comme quand il y avait son père et tout ça. Genre, en mode, elle est là, elle sert à rien. Donc, autant en profiter. Donc là, Salima, il en était hors de question. Elle s'est levée, elle a commencé à crier, à taper une crise. De quoi tu parles? Tu vas vendre la terre de ton père. Donc là, la mère, elle veut rien savoir. Là, il va lui dire, écoute, tu m'as sorti tous les arguments. Je t'ai trouvé la solution qui est bien, aussi bien pour nous que pour eux. En plus, il lui dit, il nous reste personne dans la famille. Genre en mode, si on n'en profite pas maintenant, ben qui sait de quoi demain est fait et peut-être on n'en profitera jamais. Donc c'est mieux qu'on vende que par parcelle par parcelle. Comme ça, on a chaque fois le floss, on a des sous. Donc là, la mère, dites-vous, elle va carrément se mettre à pleurer. Mais bon, il a aussi sa mère, il l'a consolée. Il lui a dit, tu agis comme ça genre parce que tu penses que je vais t'abandonner. Mais moi, si je me marie, ma femme va venir habiter avec nous. T'inquiète pas. Genre, en gros, peut-être il sentait qu'elle paniquait de quelque chose, en fait. Parce que sa réaction, elle n'était pas normale. Donc là, quand elle a vu, Salima, que ben, à chaque fois qu'elle va lui sortir un argument, il aura toujours la réponse. Et en plus, toujours une réponse, c'est-à-dire logique. Elle lui a dit, fais comme bon te semble. Donc là,
il lui dit, demain, Inch'Allah, je veux qu'à telle heure tu sois prêt. Quand je reviens du travail, je passe te prendre et on va directement chez le père de Fouzia. Toi, tu rentres du côté del harim, c'est-à-dire des femmes, la mère de Fouzia et tout ça. Et moi, je vais me poser avec son père et lui dire la raison de notre venue et tout. Même si je pense qu'Inch'Allah, normalement, ils vont se douter. Donc, le lendemain, Abdel Sattar, il se lève, il va au travail, il va quitter plus tôt. Il revient chez lui, il fait une bonne douche, il s'habille, il se brare, il se prépare. Et là, il monte en voiture et direction la maison du père de Fouzia. Donc, Abdel Sattar, quand il arrive chez son oncle, il comprend tout de suite les raisons de sa venue parce qu'il vient pas les mains vides, quoi. Il vient les mains avec les présents qu'on ramène à une future mariée. Donc, il les accueille, il est content et le père de Fouzia, il a entendu que des bonnes choses concernant Abdel Sattar, que c'était un garçon bon, gentil, les mafiches troll, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vice, qui est quelqu'un de bien. Donc un mari comme ça pour sa fille, c'est ce que ce papa rêvait. Du côté des femmes, ils vont accueillir Fouzia et sa mère Salima. Donc quand ils vont l'accueillir vraiment en grande pompe. Ils sont contents parce que voilà, eux aussi ils ont compris que si ils sont là, c'est pour le mariage, quoi, pour demander la main. Donc ils l'accueillent, ils sont en joie, c'est la fête. On dirait que c'est bon, ça y est, les deux familles elles se sont mis d'accord, que les jeunes mariés futurs mariés se sont mis d'accord et que ça y est, c'était acté et qu'il ne restait plus qu'à préparer la fête. Tellement que l'ambiance, je vous dis, elle était bien, elle était propre, tout le monde était content, souriant, joyeux. Même Salima avait fait l'effort de mettre un beau outfit et tout ça. Abdel Sattar, il est en pleine discussion avec son oncle, il parle de tout et rien, ils rigolent, ils font de plus en plus connaissance les deux. Et au bout d'un moment, la porte du majlis, du salon où eux, les hommes sont installés, va s'ouvrir. Et qui va se mettre à rentrer dans le majlis, c'est Fouzia Limtqla, c'est-à-dire qu'elle porte avec elle le plateau où il y a le thé et le café et tout ça. Que vous savez, c'est comme les techniques des films de Bollywood. Et ce jour-là, Fouzia, parce que elle, c'était dans sa tête, quoi. Elle savait qu'il allait venir la demander en mariage, donc elle s'était mise pas sur son 31, mais sur son 42 000. Elle était trop belle. Elle avait fait une belle coiffure, elle avait mis un beau outfit, elle avait mis ses meilleurs parfums, ses meilleurs bouchours, elle a fait son meilleur make-up. Bref, elle s'est parée et préparée telle une princesse. Donc, quand il l'a vue, Abdel Sattar, il était choqué. Déjà, au naturel, il l'a trouvée très belle. Mais là, parée avec du make-up, parfumée, coiffée pas de la manière dont elle a l'habitude de la voir et tout, il s'est dit, j'ai le jackpot. Donc là, Fouzia, elle avance avec Senia et tout ça, et elle se pose. Donc là, il y a Abdel Sattar avec son oncle qui sont assis, il y a la table et il y a Fouzia debout. Et donc, par geste de galanterie, de politesse pour l'aider, comme elle avait, vous savez, les thermos de café, le lait et le thé, plus les verres et tout ça, ça pèse. Donc, il s'est levé, tac, pour Zama prendre d'elle le plateau et le déposer lui sur la table, tu vois. Et là, il se lève, tout sourire, tout content. Il met ses mains sur la poignée du plateau. Elle n'a pas encore lâché et vous allez voir qu'elle a bien fait qu'elle n'ait pas lâché. Parce qu'à peine il va tenir comme ça, que Abdel Sattar, il va commencer à trembler. Les verres qui sont sur le plateau, il tremble et il comprend rien. Et là, il va lâcher, il va tomber, dites-vous, au sol et il va se mettre à avoir de violentes convulsions. Abdel Sattar, il compare les convulsions qu'il avait. Il dit, vous savez, quand vous enlevez un poisson de l'eau, comment il bouge? Il a dit, c'était la même chose. Il criait, il convulsait, il savait pas ce qu'il avait. Il s'est mis à transpirer à grosses gouttes. Bref, il était dans une situation compliquée, grave. Donc, l'oncle et Fouzia, ils ont paniqué. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc là, le père de Fouzia et Fouzia se sont mis à crier, ce qui a ameuté Salima
avec la mère de Fouzia. Et quand Salima elle a vu son fils comme ça, elle a tout lâché, même sa canne. Elle a couru, elle a dit qu'est-ce qui arrive à mon fils, qu'est-ce que vous lui avez fait? Aidez-moi, aidez-moi, ramenez de l'eau. Donc ils ont ramené de l'eau et lui il avait perdu connaissance. Elle lui met des claques pour le réveiller, rien à faire. Et donc ils appellent un voisin pour venir les accompagner à l'hôpital. Et donc quand ils rentrent dans la voiture, ça il est complètement inconscient. Ils arrivent à l'hôpital. Donc quand ils arrivent à l'hôpital, il est directement pris en charge par les médecins qui essayent de le faire revenir à lui. Ensuite, quand il revient à lui, le pauvre, il a un petit trou noir, quoi. Il est pas tout à fait lui-même. On va lui administrer des calmants et les médecins vont se diriger vers Salima, qui est en pleurs, et vers l'oncle et tout, pour essayer de comprendre de leur part ce qui s'est passé. Donc là, le père, il dit, bah rien, il est venu, il était en pleine forme. Ici, il est venu, les vêtements qu'il porte, parce que voilà, genre, c'était des vêtements de fête. C'est parce que il venait demander la main de ma fille. Mais une fois que ma fille, elle est rentrée dans le majlis, Zahma, il était bien encore, mais après, d'un coup d'un seul, on a compris, il est tombé et tout ça, et on l'a ramené. Bon, les médecins, ils ont dit, cas bizarre, mais on n'a jamais vu et on comprend pas. Donc on va lui donner juste des calmants et il peut sortir dans quelques heures. Donc là, devant l'hôpital, on avait ramené la voiture de Abdel Sattar et l'oncle lui dit, mon fils, je suis désolé, mais il n'y aura pas genre de mariage entre toi et ma fille, genre ça ira pas plus loin. Et genre cette décision, elle vient pas de moi, mon fils, mais elle vient de Fouzia elle-même, qui quand elle t'a vu dans cette situation-là, a eu très peur de toi. Et genre, elle a dit à son père, et genre en gros, papa, lui, il lui arrive quoi? Il a quoi? J'ai peur qu'il ait une maladie et qu'il nous la cache, ou encore pire, genre qu'il soit fou, ou qu'il soit mejnoun, c'est-à-dire qu'il soit possédé. Bref, moi, j'ai plus envie. En fait, tellement que c'était violent et que c'était impressionnant à voir, ça l'a traumatisé et ça lui a créé une peur de Abdel Sattar, le pauvre. Donc là, la mère Salima, elle voit que son fils, il est dégoûté. Donc elle dit à l'oncle de Abdel Sattar, mais tu peux pas lui faire ça. Il est super amoureux de ta fille. Déjà, moi, au début, je voulais pas accepter. Et quand j'ai fini par accepter maintenant, je vais indemne. Genre, en gros, je vais regretter parce que j'ai senti que de toute façon, on dirait que vous vouliez pas de nous. Alors que mon fils, il était prêt à faire maintes et maintes sacrifices pour vous. Et maintenant, tu vas lui briser son cœur. S'il te plaît, revenez sur votre décision. Mais là, l'oncle, il a dit non, c'est mort. Ma fille, elle veut absolument pas. Et au-delà de ma fille, même moi, j'ai plus envie, ça y est, je veux plus. Déjà, va, occupe-toi, soigne ton fils. Et genre, restez à votre place et nous, on reste à la nôtre. Et que Dieu lui accorde Bent Ahsen Men Fouzia. Et que Dieu lui accorde une fille qui soit meilleure, genre que Fouzia, genre que sa propre fille. Mais genre en gros, genre en gros, nous, on n'a pas de fille à marier. Donc là, Abdel Sattar, il est super dégoûté. Le jour où il était fin prêt à se marier, à fonder un foyer, il est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est sportif, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui n'a jamais eu aucune maladie. Comme par hasard, le jour où il nouit, c'est-à-dire il décide de faire le premier pas, il lui arrive ça. Juste au moment en plus où il a vu Fouzia, magnifique, plus belle et radieuse que jamais, là où il était juste empressé de dire oui, il lui arrive ce problème-là. Donc il a commencé à tomber en dépression. Et donc, miskin, tellement tellement que ce sujet, ça l'a touché, ça lui a fait mal au cœur, ça l'a mis en dépression. Il s'est même remis en question sur lui-même, qu'il a décidé d'aller demander d'autres avis médicaux. Et il partait de médecin en médecin. Et les médecins, ils lui faisaient toute une batterie d'examen. Ils lui disaient, mon fils, jeune homme, tu n'as rien. Est-ce qu'une autre fois, après la perte de connaissance violente avec les convulsions que tu as eues, il t'est arrivé encore ça, t'es tombé les jours suivants et tout? Il leur répond que non. Donc là, les médecins, ils vont lui dire, c'était peut-être que tu étais tellement en pression, en tension,
t'étais dans la peur, genre en mode le stress, ça a joué, que quand tu l'as vu, en fait, les émotions, elles étaient tellement fortes que ton métabolisme, il n'a pas su gérer et qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Donc là, Abdestar, il va dire au médecin, mais non, n'importe quoi, j'étais pas stressée du tout de l'avoir ni rien. Vu qu'on se voyait, je l'ai déjà vu avant à maintes reprises, il m'est jamais arrivé ça. Donc les médecins, ils m'ont dit, bah mon fils, nous, on peut rien te dire, les résultats, ils sont là. Genre en mode, alhamdoulilah, ta santé est bien. On n'a pas d'explication autre que celle-ci à te donner. Et donc Abdestar, il va finir de se dire, ben peut-être que c'était un signe de Dieu, de Rabbi, qui a fait que il l'a éloigné d'elle et que lui a été éloigné d'elle et que elle a été éloignée de lui plutôt. Voilà, comme ça, genre les deux ils se sont éloignés puisqu'au final peut-être que ce mariage n'aurait rien donné de bon. Donc il se dit, fiha khair, genre en gros, c'est un bien pour un mal. C'est un mal pour un bien plutôt. Mais malheureusement, cet incident va laisser des traces et des séquelles à Abdestar de khajal, c'est-à-dire il est honteux. Je sais pas pourquoi il est honteux, le pauvre. Mais c'est parce que les gens, dites-vous, ils vont rajouter. En fait, maintenant, c'est devenu l'attraction et le sujet du moment. Oui, à son grand âge, il a même pas su gérer ses émotions. Il est tombé, il s'est évanoui chez les gens. Mais qui s'évanouit chez les gens? On dirait que quand tu t'évanouis, tu sais que tu dois t'évanouir. Tu sais pas quoi. Mais eux, en fait, tout le monde en parlait. L'histoire, elle est sortie hors de leurs mains. Il va à la mosquée, les gens, ils le regardent et ils chuchotent entre eux. Il va au café, les gens, ils le regardent, ils chuchotent entre eux et ils rigolent. Il passe dans la rue, les gens, ils se retournent, ils disent ouais, c'est un tel et tout, ils se font des clins d'œil. Bref, le pauvre, les gens, ils étaient obsédés par eux. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre la décision d'aller voir sa mère et lui dire écoute, j'en ai marre, le village, ils font que de parler de moi, j'ai décidé, je vais aller travailler en ville, je vais trouver un job là-bas et comme ça, je passe le moins de temps possible au village. Donc Salima, vous savez vous-même, elle n'aime pas du tout que son fils genre la prunelle de ses yeux s'éloigne de elle. Donc elle va très mal le prendre, elle va essayer de le dissuader, mais il va lui dire si je reste là, je vais me faire du mal quoi. Parce que genre en mode je peux plus qu'il parle de moi. Je préfère aller un peu en ville, le temps que le sujet il se tasse et que les gens oublient. Et une fois qu'Inch'Allah voilà, il parle plus de moi, c'est plus moi le sujet. Je reviens et Inch'Allah, tout va redevenir à la normale. Et effectivement, Abdestar, les paroles et la décision qu'il a prise, il va la mettre en action. Et donc, il va trouver un job en ville. Il part tôt le matin et il rentre tard le soir. Et sa maison, comme il l'appelle, c'est devenu juste le dortoir. Tu vois. Et au moins, la journée, il n'est pas dans le village, il est en ville. Personne ne le connaît, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Et ça lui permet, il dit de jour en jour, d'oublier un peu cette histoire, d'oublier un peu Fouzia et de passer tout doucement à autre chose. Donc, un jour, il est en ville, à son travail. Et il va voir une action qui va se passer devant ses yeux où une jeune fille va se faire voler. Donc cette jeune fille, elle est à l'arrêt de bus et elle a son sac à main comme ça et elle attend que son bus arrive. Et il a repéré déjà Abdestar au loin, mais il savait pas que ça allait vraiment être réel. Un mec, en fait, qui, on dirait, il surveillait la petite là. Donc, une fois que le mec s'est assuré qu'il y avait personne autour, il a commis le vol. Genre, il lui a fait un vol à l'arraché. Et donc, le mec, quand il vole à cette pauvre fille son sac à main, celle-ci, elle va se mettre à courir derrière lui. Sauf que eux, là, les voleurs à l'arraché, quand ils sont pas en moto, quand ils sont pas en voiture, quand ils sont à pied, c'est juste des Usain Bolt. Tu peux mettre toute la vitesse et toute la détermination que tu as, ils courent trop vite. C'est des lièvres. Donc la pauvre, quand même, elle se met avec le désespoir et l'adrénaline à courir derrière lui parce qu'elle se sent hagar, c'est-à-dire elle se sent pas humiliée, mais genre comment ça? Et là, elle court, elle réfléchit même pas, elle court derrière lui, elle lui crie dessus, elle l'insulte, elle essaye de tout faire pour le rattraper, sauf que rah tekharbat.
en mode, ses jambes, elles vont se croiser. Vous savez, des fois, ça peut arriver. Dans le stress, tu perds, genre, ton équilibre et ses pieds se sont croisés. Et ce qui va péter le sol en premier, c'est son front, son nez, son menton. Genre, elle va tomber sur le visage, la pauvre, et elle va s'écorcher partout. Et qui est en train de lui dire de s'arrêter, de pas le suivre, ça peut être dangereux, et qui court derrière elle, eh bien, c'est Abdel Sattar. Donc là, Abdel Sattar, quand il l'a vu tomber, son cœur il s'est déchiré, il a eu trop mal au cœur, il a insulté le mec, et il est parti aider cette pauvre fille-là à se redresser, à se lever. Elle a mal partout, elle pleure, elle est en sang, ses vêtements ils sont déchirés. Bref, c'est la folie. Donc là, il essaye de la rassurer et de lui dire il ne fallait pas courir derrière lui, tu sais pas, ça peut être des personnes dangereuses. Genre en mode, il ne fallait pas te mettre comme ça en danger. Et elle pleure, elle dit oui, mais toi, tu sais pas pourquoi moi j'ai couru. C'est parce que là, je dois retourner dans mon village, c'est la fin du mois, j'ai ma paye. Et la paye, là, c'est ce qui permet de faire vivre ma famille, quoi, une partie de sa paye. Donc elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et lui, il a trop mal au cœur quand elle entend ça, quoi. Qu'elle avait les sous du mois, ça fait trop mal. Il y a mon sac, il y a ma paye, il y a mon téléphone, il y a mes affaires personnelles dans mon sac. Comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire? J'ai même pas un rond maintenant pour rentrer chez moi. Et Abdel Sattar, il la regarde et il se dit, il peut pas la laisser comme ça. Mais dites-vous que ce jour-là, Abdel Sattar, lui-même, il venait de recevoir sa paye. Donc, il sort la liasse là, de sa paye et il lui tend. Il lui dit, tiens, juste arrête de pleurer. Je veux pas que tu pleures. Donc là, la fille, elle commence à bégayer, à dire que non, il est hors de question. Il n'y a aucune négociation. Tu prends l'argent. Tu vas acheter les trucs que tu as dit que tu voulais acheter et que tu as besoin avant d'aller à ton village. Et tu prends ni bus, ni autocar, ni autobus. Tu prends un taxi privé qui va te déposer jusqu'à chez toi. Donc la fille, quand elle a vu que Abdel Sattar, il n'allait pas lâcher l'affaire, que Msammam, qu'il est genre borné, tu vas prendre l'argent, elle lui dit, vas-y, je les prends à une seule condition, c'est que je te les rende, genre tu me les donnes pas. Donc Abdel Sattar, il a dit mais non, n'importe quoi, fais affaire, genre en mode je fais comme si tu es ma soeur quoi. Il n'y a pas que tu me rendes, il faut qu'on soit tous là les uns pour les autres. Genre vraiment, vous voyez son cœur miskin comment il est gentil. Wallah que je les prends pas, si tu me donnes pas ton adresse, ou je peux et pourrais venir te rendre l'argent là que tu vas me donner. Genre en mode, il n'y a pas de donner un prêt, ok, mais pour que tu me dises, genre, je garde une grosse somme comme ça, c'est mort. Donc là, il lui dit, j'habite dans le village un tel, ma maison, et avant qu'il lui dise ma maison, elle le coupe. Elle lui dit, t'habites dans le village un tel? Il lui dit oui, et elle dit, moi j'habite le village juste à côté. Donc là, elle va prendre l'argent, elle note le nom de son village, et elle part, elle achète les choses dont elle a besoin, elle prend le taxi privé comme il lui a dit, et elle rentre chez elle. Donc là, sa famille, quand ils vont la voir, la pauvre rentrée, blessée, avec des hématomes, des bleus, ses vêtements déchirés avec du sang, ils sont choqués. Et là, elle dit à sa famille de ne pas paniquer, qui s'installe, elle va leur raconter tout ce qui s'est passé. Donc elle leur dit, j'étais à l'arrêt de bus, ensuite il y a un mec qui est sorti de je ne sais où, il m'a arraché le sac, et j'ai voulu lui courir après, et donc je me suis ramassée comme jamais, c'est pour ça que j'ai du sang, que je suis blessée, que mes vêtements ils sont déchirés. Mais en parallèle, il y a un garçon qui est venu, qui m'a aidé, et il a vu que je pleurais, pour l'argent, pour mes affaires, et donc Miskin il avait ses sous et il m'a donné, et c'est grâce à lui que j'ai pu ramener les affaires et surtout que j'ai pu rentrer à la maison parce que j'avais plus rien sur moi. Et il s'avère aussi que le jeune homme il est du village d'à côté d'une autre, donc alhamdoulilah que Dieu genre en mode il me l'a envoyé. Donc comme les villages, il y a très peu de maisons de village en village et qui surtout il est collé au leur, ils se connaissent. Donc là son père et son frère ils lui disent il s'appelle comment et tout. Et bien dites-vous, c'est pour ça que je ne vous ai pas dit,
que la fille, elle ne savait pas qu'il s'appelait Abdestar. Elle ne lui avait même pas demandé en fait. Elle a dit, elle était tellement choquée. Et quand elle a vu qu'il lui donnait l'argent, elle voulait tellement lui rendre qu'elle a oublié de lui demander son prénom. Donc elle a dit, je ne sais pas comment il s'appelle. Par contre, il m'a décrit la maison, leur maison, comment elle est. Et le nom du village. Donc là, pour le père et le frère, Cappuccino, Cappuccinette, ils ne peuvent pas attendre plus longtemps. Ils veulent aller rendre les sous au garçon. Lui aussi, c'était son jour de paye. Ça se trouve qu'il en a besoin. Donc, ils vont, en gros, ils vont truquer, rassembler les sous pour faire la somme qu'il avait passée à leur fille. Et ils vont partir au village pour essayer de redonner les sous à Abdestar parce que le geste qu'il a fait avec leur fille, ils en sont choqués et ils disent tout de suite que c'est quelqu'un de bien. Ils arrivent au village et ils ouvrent la fenêtre et ils demandent à droite, à gauche. La maison un tel, la maison un tel. Donc, ils lui disent, elle est là-bas. Ils y vont, ils frappent à la porte. Et c'est Salima qui ouvre la porte. Salam alaikum, alaikum salam. Donc là, le père de la fille dit, oui, est-ce qu'ici, il y a un jeune homme qui habite avec vous? Vous avez un garçon? Donc elle dit oui. Et là, il demande le prénom. Il dit, moi, mon fils s'appelle Abdestar. Ok, il est où? Mon fils travaille en ville. Ah, d'accord. Donc là, Salima ne comprend pas. Pourquoi? Donc le père, il lui dit parce que je dois le remercier d'un geste qu'il a fait. Il rentre quand? Elle a dit, Salima, il rentre que le soir tard. À telle heure, il est à la maison, Inch'Allah. Donc ils ont dit, ok, on va y aller. Et on reviendra le voir ce soir. Salima, elle a dit, ok, elle rentre chez elle, elle ferme la porte et eux remontent en voiture. Et le père et le fils, ils discutent parce que surtout le long, aux personnes à qui ils ont demandé genre l'adresse de Abdestar, ils ont demandé aussi en parallèle des informations. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est de confiance? Genre Amine? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tout le monde a dit. Il est irréprochable, ce garçon. Il n'y en a pas deux comme lui dans tout le village et genre même dans la région. Donc là, ils partent, ils reviennent. Et Abdestar n'est pas encore de retour. Et le père et le frère décident de l'attendre des heures devant chez lui. Donc Abdestar finit par arriver. Quand il sort de sa voiture, il l'interpelle tout de suite. Esmahli, genre excuse-nous, excuse-nous. Il se retourne, oui, khair. Il les regarde, Abdestar, il voit qu'il ne les connaît pas. Et là, il dit, ouais, le père, est-ce que c'est toi qui as aidé une fille qui s'est fait voler à l'arrêt de bus, à la ville, nani, nana? Il dit, oui, c'est moi. Comment je t'appelle? Il dit, Abdestar. Ok, donc moi, je suis son père. Et lui, c'est mon fils, c'est son frère. Et après, il met la main dans la poche. Il dit, tiens, le geste que tu as fait avec ma fille, je ne pouvais pas dormir si je te rends pas toi aussi mon fils tes sous. Donc là, Abdestar, il est gêné, il dit mais bon, j'en avais pas besoin maintenant, c'était pas la peine de vous empresser, combien de temps vous m'avez attendu, je suis désolée, si j'aurais su genre que vous étiez en train de m'attendre, je serais rentrée plus tôt et tout. Ils se confondent en excuses et là, ils sont encore de plus en plus choqués. C'est quoi ce garçon qui est si, c'est-à-dire si bien élevé, si poli, si gentil, si doux là, ils sont choqués. Donc là, ils lui disent, mais non, nous, on voulait absolument, on tenait absolument à te remercier, à te rendre tes sous. Et il en va de soi que le geste que tu as fait avec ma fille, il n'y a pas beaucoup qui auraient fait la même chose. Donc, on veut absolument aussi t'inviter à manger chez nous. Donc là, Abdestar, il dit, moi, j'ai fait juste le geste que toute personne qui a une conscience et qui est gentille et qui est bien, il doit faire. Donc, jamais, j'ai pas fait un acte héroïque. Le père, il lui dit, je peux te confirmer que tu as fait un acte plus que héroïque, ok? Donc, tu vas venir, Inch'Allah, à la maison. En plus, j'aime bien comment tu parles, j'aime bien comment tu te tiens. Ça se voit que tu es quelqu'un de bien. En plus, tous les gens qui nous ont guidés à ta maison, ils ont tous parlé de toi en bien. Donc, ça nous a donné encore plus envie d'apprendre à te connaître. Et pourquoi pas, Inch'Allah, tisser des liens. Donc, dès le lendemain, Abdestar, il reçoit un SMS avec la localisation de la maison de la fille qu'il a aidée à l'arrêt de bus de son père. Il lui dit à telle heure tu viens et tout. Et donc il est parti et tout ça. Et il est installé avec le père dans le majlis avec le frère, les hommes de la famille. Et aussi elle va rentrer la fille là en question, la pauvre qui s'est fait agresser. Et là quand Abdestar la voit, elle n'a rien à voir avec la fille qu'il a vue hier se faire agresser. Quand il l'a vue, Miskina, ses cheveux ils étaient partis dans tous les sens. Elle avait du sang, elle était blessée, ses vêtements ils étaient déchirés, elle est transpirée. Bref, il l'avait vue, elle n'était pas au meilleur de sa forme, on va dire. Mais là, quand il va la voir,
il voit une princesse, belle, maquillée, coiffée, porte de beaux vêtements. Rien à voir avec la fille d'hier, donc directement, Miskin, coup de foudre. Donc là, Miskin Abd Star, dans sa tête, il se dit, c'est le moment ou jamais. Pour moi, c'est peut-être ma chance de demander la main de cette fille. Parce que dans sa tête, il se dit, ça se voit qu'elle n'est pas mariée, ça se voit qu'elle n'est pas en couple, elle vit encore dans la maison familiale. Donc peut-être il y a un espoir, en espérant qu'Inch'Allah ne soit pas promise, en espérant qu'elle ne soit pas fiancée. Surtout aussi, il a un véritable coup de foudre pour le père, pour le frère, pour toute cette famille, pour leur gentillesse, pour leur som'a, c'est-à-dire pour leur réputation. Et plus en fait il les fréquentait, plus en fait il sentait que c'était une bonne famille et qu'il voulait absolument qu'il lie avec eux une relation de mariage, quoi. Donc là, de jour en jour, c'est-à-dire il réfléchit à comment il va amener le sujet sur la table au père et au frère de la fille. Donc les jours y passent et à un moment donné, il va se retrouver après une blague qu'il a racontée, après avoir détendu l'atmosphère, en tête à tête avec juste le beau-père. Le frère, il n'était pas là ce jour-là. Et il lui dit, mon oncle, ça fait quelques jours que j'ai un sujet important avec lequel j'aimerais parler avec toi. Par contre, j'ai peur, je suis timide, je ne sais pas comment l'aborder, donc je vais y aller directement. Si votre fille, elle n'est pas promise, elle n'est pas fiancée, genre ce serait pour moi un honneur de devenir son mari et encore un plus grand honneur de vous avoir comme beau-père et vous avoir comme famille, quoi. Parce que votre fille, depuis le jour où voilà, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, je sens que nos destins devaient se croiser comme ça et je sens que ce destin, il doit être d'une manière genre en mode lié par le mariage et je me sens bien avec vous. Je vous aime beaucoup et votre fille, elle sera avec moi protégée, choyée, aimée. Donc, genre en mode, depuis là, je suis amoureux d'elle. Mais là, Abd Star, il dit que plus il parlait, plus il voyait en fait que le visage du papa, il s'est fermé. Non, plus il parlait, plus il faisait des sourires, plus il était détendu. Et là, il va lui dire, j'attendais, je comptais les jours, et Abd Star, où tu allais oser genre me parler de ça, parce que j'ai bien vu le jour où ma fille elle est entrée dans le majlis, tes yeux, comment, genre en gros, ils se sont ouverts. Donc Abd Star, il était timide, mais il lui a dit, fille akher, il n'y a rien et tout, t'inquiète pas, je sais que tes regards, c'est pas des regards salaces, c'est des regards d'homme bien quoi, qui veut faire les choses proprement, et la preuve en est, t'as pas cherché genre à contacter ma fille, t'es venu directement à moi. Donc, tu as encore plus grandi dans mes yeux. Donc là, le père, il lui dit, t'inquiète pas, je vais parler avec elle et voir ce qu'il en est. Donc le père, une fois le soir venu, il va voir sa fille, il lui dit, écoute, ma fille, Abd Star, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, et il demande ta main. Donc là, la fille a dit ni oui ni non à son père, elle fait juste un sourire, mais le sourire, quand une fille, elle est trop timide, voilà, de parler, d'aborder ces sujets-là, genre avec ses parents, le fait de sourire, ça lui est plus facile que de dire oui, et il complète par la phrase Shorek huwa shori, genre en gros le choix que toi tu vois pour moi, je le prends, quoi. Genre en gros c'était un grand oui, mais elle avait honte de dire oui, mais le papa comprend que c'est oui, 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 oui. En plus elle dit franchement, à notre époque à nous, c'est difficile pour une fille de trouver un garçon qui ait encore peur de Dieu, qui soit bien. Il n'a pas hésité à m'aider. Au contraire, il m'a donné sa paye, alors que peut-être qu'il avait des priorités. Mais il m'a priorisé alors que, genre en gros, il me connaissait même pas. J'aurais pu genre en mode faire un scénario, le bouler et tout ça, mais il m'a fait confiance. Donc, je me dis aussi que c'est peut-être Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Donc, moi, j'ai rien à dire. En plus, il vient d'une famille genre comme nous. Donc, ils ont aussi des valeurs et tout. Non, non, non. Moi, elle finit par dire « je suis d'accord ». Le père, il est super content de la réponse de sa fille, le fait qu'elle soit d'accord. Et il lui dit « moi, je suis d'accord depuis le premier jour où je l'ai vue. Je rêvais que
ce garçon ne soit pas marié et qu'il devienne ta destinée. Donc à partir de cet instant-là, le père il prend son téléphone et il appelle Abdel Sattar pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et il lui dit juste allô. Et le père il répond Lek mel b'lkhair. En gros, que Dieu bénisse votre union. Comprends qu'elle est d'accord. Maintenant avisons ta mère et convenez d'un jour et nous la porte elle est grande ouverte. Donc directement il raccroche Abdel Sattar et il court de sa chambre au salon pour annoncer cette belle nouvelle à sa mère. Donc quand il arrive au salon, sa mère elle est en train de regarder la télé. Il lui dit moi khabar, nouvelle. Donc sa mère elle diminue la télé, elle le regarde, elle l'écoute et là il lui dit j'ai trouvé la fille qui va changer ma vie et qui va faire en gros que je vais oublier l'histoire de Fouzia puisque voilà, j'étais encore trop touchée par ça, mais une fois que cette fille elle est rentrée dans ma vie, tous mes malheurs, tous mes problèmes, toutes mes peines se sont envolées. Donc là, Salima, elle regarde son fils, elle comprend rien. En plus de ça, son père, il m'apprécie, son grand frère, sa famille, j'ai passé du temps avec eux, je connais leur caractère, je sais comment ils sont, eux, pour eux, c'est la même chose vis-à-vis de moi, on est pareil, subhanallah, on s'entend trop bien et tout, donc tout va aller pour le mieux. Donc là, Salima, elle lui dit « Menou », donc ça veut dire « c'est qui ?» Et là, il lui dit, la fille un tel, tu sais, voilà, en fait, l'histoire, c'est que je l'avais été, etc., que quand ils sont venus, je me rappelle d'un monsieur, il était comme ci, comme ça, accompagné de son fils. Voilà, c'est leur fille à eux que je veux épouser. Mais la Fouzia, une nouvelle fois, elle va tenter de dissuader Abdel Sattar en lui disant, écoute, mon fils, c'était pas il y a si longtemps que ça, l'histoire avec Fouzia, j'ai peur que le même scénario se reproduise, il faut pas que tu sois dans la précipitation, continue encore, genre, de les connaître, de les côtoyer, mais je veux pas qu'il t'arrive le même malheur qu'avec Fouzia. Donc là, Abdel Sattar s'est énervé parce que ça lui va faire remonter les souvenirs et il lui a dit, écoute, ça m'est arrivé qu'une fois et si au final ça s'était passé comme ça, c'est puisque Dieu il voulait me réserver cette fille-là. Au final, peut-être que moi et Fouzia, on n'aurait pas été heureux dans notre mariage. Donc s'il te plaît, je bête plus, genre me sors plus ce sujet-là. Aujourd'hui, je suis passée à autre chose et cette autre chose, j'espère de tout mon cœur, ça va être la fille de ce monsieur. Donc cette fois-ci, il décide non de faire un fiançailles et tout ça. Maintenant, ça y est, ils se connaissent et tout. Ils savent les deux qu'ils veulent se marier directement. Donc, ils haddad, c'est-à-dire ils décident d'un jour pour faire kitb al-kitab, c'est-à-dire pour faire l'acte de mariage directement. Donc là, ils choisissent la date. Une fois que la date c'est bon, celle-ci elle va arriver. Et donc là, le jour J est là, il se prépare, la fille elle se prépare de son côté et quand arrive le moment où elle va rentrer dans le Majlis, dites-vous qu'il va avoir le même scénario qu'avec Fouzia, sauf que cette fois-ci les choses elles ont pris plus d'ampleur, vous allez voir. Donc dans un premier temps, quand la fille elle va rentrer, Abdel Sattar quand il va la voir, il va être vraiment trop ébahi par la beauté qu'elle est. Déjà, juste avant qu'elle rentre même dans le Majlis, son parfum et son encens, il l'embaume déjà avant qu'elle soit là, imaginez. Donc là, quand il la voit, elle avait une belle coiffure, une belle tenue. Tout était magnifique. Lui, il avait dans ses mains un bouquet de roses et donc il s'est levé et il a la tête baissée. Il attend qu'elle vienne genre à côté de lui pour lui remettre et eye contact. Et puis voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Sauf que là, quant à la fille, elle, quand elle est en train d'avancer vers Abdel Sattar, elle est accompagnée d'une sœur à elle et de sa cousine. Elle marche la tête baissée et tout. Et genre, quand elle va arriver en face de lui, c'est là qu'il se découvre. Donc là, une fois que la fille elle va lever sa tête et regarder Abdel Sattar, elle va juste pousser sa sœur comme ça, sa cousine comme ça, soulever sa robe, la tenir et courir en hurlant. Mais au même moment où elle commence à crier, Abdel Sattar lui-même va se mettre à hurler, à tourner son visage, son corps, à essayer de sortir, de se sauver. Il a les mains devant son visage, le bouquet de fleurs, il est tombé.
Donc tout le monde est choqué de cette scène qui est en train d'arriver dans leurs yeux. Et tout simplement, si tu es là, tu vois la scène, tu vas dire qu'ils ont vu un djinn, un shaitan, tu vas dire qu'ils ont vu des démons. C'était pas des cris normaux, c'était des cris hystériques, une peur. Vraiment, leur visage, il a changé. Ils étaient sur leur 31 tous les deux. Les pauvres, ils se sont retrouvés en nage, en train de se fuir, en train d'hurler, en train de pleurer, en train d'être vraiment une scène chaotique. Imaginez la scène, juste 2 minutes. Vous êtes là, vous n'êtes ni Abdestar, ni cette fille. Vous êtes juste là en tant que spectateur et ça se passe devant vous alors qu'on est dans un contexte de joie, de mariage, de fête et le jour, genre l'atmosphère elle se transforme comme ça à ce point-là. Elle voit comme si elle voit un shaitan, un monstre, lui pareil et les deux cherchent absolument à s'éloigner des uns des autres au plus vite, à ne même pas se croiser. Les pauvres et ils sont en pleurs. Donc là, Abdestar, il prend sa mère par la main et il court, il monte dans sa voiture et il démarre, il part en trompe. La famille de la fille vont l'attraper. Tout le monde déjà a dit Bismillah ar-Rahim, il se passe quoi? C'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Ils ont attrapé la fille, ils lui ont dit ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quoi? Elle est là, elle est en nage, elle pleure, elle tremble. Et elle dit Mustahil, mustahil aqabbal alayh, genre impossible, impossible que j'accepte de devenir sa femme. Donc là, son père et son frère, ils lui ont dit mais attends, ça va pas là-haut, il t'arrive quoi là? Ça fait des mois que le garçon ta'arrafna alayh, qu'on le côtoie, qu'on le connaît. Je te rappelle que c'est le garçon qui t'a sauvé, qui t'a aidé, qui t'a protégé. Donc en mode dont toi-même après t'es tombée amoureuse de lui. La situation n'est pas normale, il s'est passé quoi, et là elle va dire, une fois en fait qu'elle est venue devant lui pour prendre de lui le bouquet de roses, dès qu'en fait elle a vu son visage, elle a dit devant moi c'était pas Abdestar du tout, j'ai vu le visage d'un shaitan. Donc s'il vous plaît, ne me parlez plus de lui, mustahil que je devienne sa femme, impossible que je devienne sa femme, et je ne veux plus qui mette ne serait-ce qu'un pied ou que son ombre, elle traîne autour de moi ou autour de notre maison. Je veux pas, et tellement qu'elle a pleuré et qu'elle est entrée en crise, elle a perdu connaissance. Et dans la voiture, Salima va interroger son fils Abdestar. Et genre en gros mon fils il s'est passé quoi? C'est quoi ça encore? Donc là il va lui dire ya yemma, اللي شفتها قدامي مو البنت اللي احبها, genre en gros maman, la fille que j'ai vue devant moi là, c'est pas la fille dont je suis amoureux, que j'ai aimé, que j'ai aidé, que je voyais pendant tous ces mois. Et les chefs d'Ami, celle que j'ai vue devant moi, celle que j'ai vue rentrer telle une princesse, une fois qu'elle était devant moi, que je voulais lui donner les roses et qu'on se regarde bien dans les yeux. Chef d'Ami, j'ai vu devant moi une femme d'un certain âge, une vieille, mais un démon. C'était pas la fille que j'aime. Non, 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 non. Je veux plus rien avoir avec cette famille, avec ces gens-là. Chez Gharib, un truc horrible. T'aurais vu ce que j'ai vu. Je sais même pas encore comment ça se fait que genre mon cœur il s'est pas arrêté tellement que là rien que d'en parler encore j'ai peur. Donc là Salima regarde son fils, elle lui dit mon fils ça va pas? Est-ce que tu tiens bien tes prières? Est-ce que tu récites tes invocations? Est-ce que tu récites tes protections? Parce que la fille là qui est rentrée, Goumar ça veut dire elle est trop belle. C'était une reine, même pas une princesse. Elle était magnifique, elle était comme ci, comme ça. Quelle histoire de vieille? Il n'y avait aucune vieille. Elle est accompagnée de sa sœur et de sa cousine. Tellement, elle est brillée, elle étincelait de beauté. Et là, elle lui dit, j'ai peur, mon fils, que tu aies du mauvais œil, du haine, ou qu'on t'ait fait un mauvais sort, ou qu'on cherche à te nuire, ou que tu sois laissé même, genre, va savoir posséder, mourir. En tout cas, la fille, je te jure, mon fils, elle avait rien, elle était magnifique, Goumar. Et là, il lui a dit, Yema, genre, maman, ce que j'ai vu, je l'ai vu, ce que j'ai vu, et j'ai vu devant moi Shaitan. Donc, Abdestar, il a su par des gens, en fait, que la fille elle-même, elle a dit qu'elle a eu les mêmes ressentis que lui. Bref, lui, il a dit c'était
mort. C'est impossible qu'ils remettent un jour ses pieds du côté de là où ils habitent ou chez eux, c'est fini. Donc là, quand même, Sattar, il a des questions. Il se dit pourquoi il m'arrive tous ces malheurs à moi. À chaque fois que je trouve celle avec qui j'ai envie d'aller plus loin, à chaque fois, il m'arrive un malheur. Et ce qui fait que les gens vont de nouveau se remettre à parler de lui. Donc la première fois, les gens ils disent quand même c'est bizarre, il a perdu connaissance, etc. Là, cette fois-ci, il y va, il est à 2 doigts de signer pour se marier. Et voilà dans quelles conditions il voit sa future femme et comment sa future femme l'a vu. Apparemment, les gens ils ont raconté qu'ils ont hurlé, qu'ils rentraient dans les murs tellement qu'ils étaient de panique, ils cherchaient une sortie à tout prix. Donc là, les gens eux-mêmes, là, ils vont commencer à avoir peur de Abd Sattar, à émettre des hypothèses sur lui, genre en gros, peut-être il est juné, il est possédé, il le sait même pas. Bref, et ça parle, et tout ce qui parle finit par arriver aux oreilles de Abd Sattar. Et donc, comme ça parlait tellement et plus que la première fois, là, il ne pouvait plus supporter et il rentre chez lui un jour en pleurs et il dit à sa mère, après avoir subi des moqueries et des gens qui parlaient sur lui, il va voir sa mère et lui dit écoute, viens, on va aller habiter en ville, toi et moi. Je peux plus rester dans cette atmosphère. C'est-à-dire tout le monde me pointe du doigt, tout le monde parle sur moi. Dès que je passe, ça fait des messes basses et tout. J'ai envie d'oublier tout ça. Et pour oublier, je peux pas que juste aller travailler le matin et revenir le soir parce que voilà, je veux plus du tout avoir contact avec le village. Et donc l'argent du terrain qu'il avait vendu Miskin pour les mariages qu'il prostait avec Fouzia ou avec la fille qu'il a sauvée, eh bien il les avait gardés de côté et avec il va acheter un petit appartement en ville. Ils vont pas vendre le terrain restant et la maison à la campagne, ils la laissent. Et la mère, elle avait aucune objection, elle veut suivre son fils, hein, elle veut pas le lâcher, donc elle part avec lui et donc maintenant ils sont installés en ville. Et là, on va faire un bond dans les années de 10 ans. 10 ans, dites-vous, vont passer, 10 ans durant lesquels Abd Sattar, il n'est pas retourné au village, il avait peur que les gens se rappellent encore de l'histoire. C'était de temps à autre que sa maman allait... Mon colis. C'était de temps à autre que la maman allait jeter un coup d'œil si la maison ça allait bien et tout ça et qui revenait aussitôt auprès de son fils en ville. Mais lui, je vous ai dit, ça fait 10 ans, donc malheureusement, durant ces 10 ans, il n'est toujours pas marié. Donc quand même, durant ces 10 ans, il a fait des tentatives de vouloir se marier, de connaître des filles, de vouloir se fiancer et tout, mais à chaque fois, il lui arrivait les problèmes qu'il avait connus avec la première Fouzia, la fille qu'il a sauvée, et toutes les autres. Et maintenant, en fait, dès qu'il pensait au mariage, il avait une phobie, il avait une oppression, il s'énervait, il était plus à l'aise, et petit à petit, eh ben, il va commencer à vraiment vouloir fermer de manière définitive le sujet du mariage. Ma yibgha yatazawaj khaïf, parce qu'il a peur que une nouvelle monseba, un nouveau problème va encore naître. Et psychologiquement aussi, ça l'atteignait, parce qu'il voyait que ses amis, voilà, avaient fondé leur foyer, avaient pour la plupart des enfants, et lui, il se disait vraiment, est-ce que je suis voué à rester seul? Mais bon, quand je vous ai dit, il pensait après à se marier, toutes ses angoisses et ses peurs remontaient à la surface, donc il mettait vite fait ce sujet de côté. Mais un jour, au bout de ces 10 ans, il va se passer qu'il va croiser un ami à lui en ville, et ils vont se parler, et cet ami en question va lui dire qu'il a une connaissance à eux qu'ils connaissent depuis qu'ils étaient enfants, et tout, qui est malade, et ce serait bien s'il aille le visiter. Même s'il savait que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu au village et tout. Bon, il s'est dit, c'est un ami, quoi, depuis qu'on est enfant, on se connaît, miskin, je vais aller c'est-à-dire je vais aller lui passer une tête, lui faire un petit coucou, ça va lui faire du bien, et en même temps, je vais, comme la mère, ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas partie voir la maison si tout allait bien, il va aussi jeter un petit coup d'œil. Donc, il se prépare, il descend au village. Et
Et il est arrivé chez son ami qui était souffrant et il a trouvé des gens de Jama'atoum, c'est-à-dire des gens du village et tout, des anciens potes à lui, et ils sont trop contents de se revoir. Et parmi les amis, là, il y en a un vraiment, c'était vraiment son pote Roh Brouh, c'est-à-dire des meilleurs amis, quoi. Et son ami lui dit, Wallah, tu pars pas de là, du village, sans venir manger à la maison. Donc il a essayé Abdestar d'esquiver, non mais la route, non mais ma mère elle est là-bas toute seule à la ville toute seule. Il lui a dit, hey, là t'as d'argent, en gros, garde tes excuses, tu dors et tu vas manger chez moi. Donc il prend son téléphone et il appelle sa femme avec sa mère pour leur dire de préparer un bon repas parce qu'il avait un invité qui lui était très cher et tout. Donc genre faites-moi un bon truc là, faites-moi un bon repas. Donc, sa mère et sa femme, ils lui disent « Ok ». Et quand ils ont fini de visiter leur pote souffrant, ils prennent la direction de la maison de son meilleur ami. Donc, quand ils sont arrivés, l'ami, il a présenté ses enfants à Abdestar, son épouse. Ensuite, son épouse elle est partie finir ce qu'elle avait à faire dans la cuisine. Et c'est la mère maintenant qui va rentrer. Et ils vont les présenter. Donc la dame, elle avait un certain âge et le garçon, il va dire « C'est mon pote Abdestar, je sais pas si tu te rappelles de lui, il habitait dans telle maison, mais sa mère, tu vois, c'est Salima, nanani, nanana, tu te souviens ?» Et puis la femme, elle le regarde, elle essaye de remonter ses souvenirs. Après, elle dit « Oui, je crois ». Et il lui dit, donc maintenant il habite en ville, il n'habite plus au village et ça fait tellement longtemps, j'avais envie de remonter, raviver les souvenirs et tout, donc il va dîner avec nous et il va Inch'Allah aussi dormir ici. Est-ce que tu peux lui préparer une petite place dans le majlis et tout ça s'il te plaît, Nani? La maman a dit ok. Ensuite, la mère, elle dit à son fils, viens, il faut que je te dise un truc déjà en fait, avant que j'oublie. Donc il s'éloigne de Abdestar. Et là, la mère a dit à son fils, comment il va ton ami? Et sa mère, comment elle va? Elle va bien, c'est quoi ses nouvelles? Donc le fils, il dit à sa mère, bah, il m'a dit que sa mère, ça allait, sa santé, tout ça, c'est des petits bobos, bah, qu'à cet âge-là, les personnes d'un certain âge, ils doivent avoir. Et lui, miskin, il fait trop mal au cœur et tout, bah, de toute façon, tu es au courant de sa situation. Donc la mère a dit, comment tu veux que je sois au courant de sa situation? De quoi tu me parles? Donc il lui dit, mais c'est pour ça que j'ai bien vu dans tes yeux, en fait, tu n'arrivais pas à te situer. En fait, et donc là, il va donner la ref, miskin. Genre, c'est le garçon là qui s'était évanoui quand il était parti demander la main et tout, que je t'avais dit. Après, sa mère a dit, ah ouais, miskin, celui qui a des problèmes pour se marier. Son fils dit, ouais, voilà, c'est lui, miskin. Et le pote, il poursuit dans la conversation avec sa mère en disant, lui, miskin, à chaque fois, c'est trop bizarre qu'il veut, genre, s'engager sur la route du mariage et qu'il va jusqu'à chez les gens et qu'il est prêt à signer l'acte. Il lui arrive une dinguerie, il dit soit qu'il voit comme des genoux ou des chétanes, que Dieu nous préserve, des démons, tatati, tatata, mohim, je sais pas, miskin, il nous fait trop mal au cœur. Donc là, la mère, elle va lui dire, ah oui, mon fils, j'avais entendu, je m'en rappelle et tout, mais je savais pas c'était qui. Donc son fils, il dit, bah c'est lui Abdestar et tout ça que je te disais, miskin, c'est à lui que toute cette histoire et tous ces malheurs arrivent à chaque fois qu'il veut entreprendre le chemin du mari. Donc la mère a dit, ok, fais khair, et elle part aider sa belle-fille à la cuisine. Et une fois qu'ils ont dîné et tout, la femme, elle est partie faire dormir ses enfants, et la grand-mère, elle va aller rejoindre son fils avec Abdestar au majlis. Et elle va s'asseoir avec eux. Et elle va commencer à discuter avec Abdestar en disant, mon fils, ça va, kef halak, et je te genre en gros maintenant tu deviens quoi? Comment va ta mère? Et maintenant vous habitez où? Bref, une conversation classique. Donc Abdestar, il lui dit, je pense que vous savez pourquoi j'ai quitté le village. Et depuis que j'ai quitté le village, on s'est installé dans la ville Intel. Et maintenant, alhamdoulilah, ça y est, on est habitué, ça fait 10 ans. J'ai un bon poste, tout se passe bien. Je m'occupe de ma mère s'occupe autant de moi, on est bien nous deux, de temps en temps c'est elle qui a plus l'habitude de venir. Moi la vérité ça faisait 10 ans que j'avais pas posé un pied ici parce que c'était un peu difficile et tout, mais alhamdoulilah je regrette pas d'être venue. Et là la maman tout doucement elle va commencer à dévier vers le sujet du mariage et elle veut entendre de la propre bouche de Abdestar les soucis qu'il a. Genre en mode elle lui dit mais pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu n'arrives pas à te marier?
يعني شيء غريب genre comme c'est bizarre وانت تبين لي شاب زعما un jeune homme qui n'a pas de problème genre psychologique زعما tu parais bien donc elle cherche à creuser, elle cherche à savoir. Donc Abdestar il dit bah franchement si je savais moi-même genre en mode j'aurais pris les choses en main mais je suis encore plus perdue que vous. Moi-même je sais pas d'où est-ce que ça peut venir. En tous les cas c'est quelque chose qui genre me rend triste, qui m'a gâché la vie. Et là la mère du pote de Abdestar elle va se redresser, le regarder très sérieusement entre quatre yeux et elle va lui dire يا وليدي راح اقول لك كلام والكلام اللي راح اقول لك اياه متأكدة 100% باللي راح اقول لك. Donc elle lui dit mon fils les paroles là, ce que je m'apprête à te dire je suis 100% sûre que c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à te marier. Ce que je vais dire là, c'est pas des paroles en l'air, ça va être que la stricte vérité. Donc Abdestar, il comprend rien. Le fils de la dame, il est perdu. Donc là, elle lui dit Tara ana a'raf ummak min zaman. C'est-à-dire, moi je connais ta mère depuis des années. Genre en mode depuis qu'on était petite, on avait encore des couches culottes, que moi et ta mère on se connaît. Donc Abdestar il lui dit ok. Et là la dame elle poursuit en disant li rah اقول لك لا تزعل منه. Genre en gros là ce que je vais te dire surtout لا تزعل, genre ne t'énerve pas. Donc Abdestar il a mal au ventre, il commence à paniquer. Qu'est-ce que cette dame peut lui dire? Et là elle lui dit tout ce qui est en train de t'arriver, tout ce qui t'est arrivé mon fils, tout ça من وراء أمك. Genre en gros tout ça c'est à cause de ta mère. Donc Abdestar miskin il reste la bouche ouverte. Le fils de la dame il est gêné, mais la dame elle est sérieuse. Donc là miskin Abdestar il va réussir à débloquer sa mâchoire et à dire à la dame شنو حاجية اش قاعدة تقولين. Genre en gros qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous savez, vous êtes au courant que vous êtes en train de parler de ma mère. Et il dit Ommek Salima, Flana, la fille de un tel. Il lui fait comme ça de la tête. Donc elle dit oui, je sais très bien de qui je parle malgré mon âge. Ma mémoire, alhamdoulilah, elle a été préservée. Donc là, elle va lui dire plein de fois je viens de ta mère. Donc ça veut dire plein de fois j'ai donné des conseils à ta mère concernant le sujet donc que je vais te parler. Donc il dit quel sujet? Il lui dit plein de fois, je lui dis mon fils d'arrêter et d'aller chez les djadjalines, c'est-à-dire les sorciers et les sorcières, et d'être si intéressé par le monde occulte. Mon chauffage s'est éteint. Ta mère, mon fils, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Elle adore tout ce qui touche à la sorcellerie et depuis qu'elle est jeune, et à chaque fois je lui disais c'est pas bon, un jour tu vas avoir des répercussions, mais elle m'a jamais écouté, elle en faisait qu'à sa tête et ta mère a pratiqué la sorcellerie bien avant même genre d'épouser ton père. Donc là Abdestar il est choqué et elle finit par lui dire et j'en suis sûre donc que tout ce qui t'arrive n'est pas naturel mais est dû et c'est à cause de ce que ta mère te fait. Parce que mon fils, là, cette histoire de à chaque fois que tu vois une fille, que vous décidez de vous marier et quand tu vas pour signer, tu la vois en monstre, en chétane, en ce que tu veux, bref, quelque chose d'effrayant, c'est connu et reconnu que ça, c'est pas naturel et c'est à cause de la sorcellerie, Yaoulidi, mon fils, c'est à cause de ça. Et moi, mon fils, j'en suis sûre et je suis certaine que c'est ta mère, et personne ne m'enlèvera de la tête, eh bien, qui te fait tout ce mal. Par contre, le seul truc que mon fils, je ne peux pas m'avancer dessus, c'est pourquoi, en fait, elle t'a fait ça et elle te fait ça. Ça, il n'y a que toi qui peux savoir, parce que c'est toi qui habites avec elle et tout. Peut-être que vous avez des soucis, nanana. Va savoir ce qui se passe entre vous deux. Il n'y a que toi, en réfléchissant, qui va savoir la cause de ça. Mais en tout cas, celle qui te fait, cherche pas loin. Elle est proche de toi, c'est ta mère. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « Mon ennemi
si proche. Donc Abdestar, c'est tellement trop pour lui, il est tellement choqué, il était tellement pas prêt ni s'imaginer que cette histoire va aller au-delà de tout ça, qu'il va dire à la dame: mais s'il vous plaît, n'accusez pas à tort. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Vous portez des accusations graves contre celle qui m'a portée, qui m'a fait naître, qui est ma mère, qui m'a élevée, qui m'a éduquée, qui m'aime, qui a toujours peur pour moi, qui ci, qui ça. Mais il voit que la dame, elle est vraiment formelle. La dame, elle lui dit: avec tout ce que tu m'as raconté, tout ce que tu m'as dit et tout, mon fils, tu m'enlèveras pas de la tête. Accepte ou n'accepte pas, mais quoi qu'il, je sais que c'est ça le fond du sujet, c'est que c'est ta mère qui est derrière tous tes malheurs et c'est elle qui te fait de la sorcellerie. Et moi, je sais reconnaître des cas comme ça et je sais surtout reconnaître les personnes qui font ça. Donc là, Abdestar, c'est tellement trop pour lui, Cappuccino Cappuccinette, qui se lève d'un seul coup et qui dit: Tara ana babchi, genre en gros, je vais partir. Donc là, son ami, il est gêné, il est dans la panique, il lui dit: mais non, écoute, tu sais, ma mère a un certain âge, à cet âge-là, voilà, il raconte n'importe quoi. Donc la mère, elle lui donne un coup avec sa canne. Ah, attention, je raconte pas n'importe quoi. Je dis que la vérité et je vais pas, genre, je suis proche de la mort et partir avec un grand mensonge comme ça sur mes épaules. Je dis que la vérité. Je dis que la vérité. Donc là, Abdestar, il est encore plus empressé de sortir parce qu'il dit qu'il commence à étouffer à l'intérieur de cette maison. Il veut aller à l'extérieur et il veut pas dormir là-bas. C'est pas possible. Donc le pote, le pauvre, il a essayé tant bien que mal de retenir comme il le pouvait Abdestar, mais Abdestar était msammam, genre il était décidé, il va quitter. Et il quitte en plus en pleurs, donc son ami lui dit: mais t'es pas en état de conduire, ou au moins laisse-moi t'accompagner. Il lui dit: non, je m'accompagne nulle part, c'est bon, j'ai besoin d'être tout seul. Donc il part et tout, et dès qu'il rentre chez lui, il dit: il voit sa mère, mais maintenant il n'arrive plus à regarder de la manière qu'il la regardait toujours, avec ses yeux emplis d'amour. Il était toujours empressé d'être auprès d'elle. Là, je sais pas, il dit qu'il sent un changement en lui. Pour sa mère, elle a vis-à-vis de lui le même accueil qu'elle a eu toute sa vie, plein d'amour, plein de gentillesse. Elle lui dit: t'étais où? Mais tu m'avais dit que tu devais dormir chez ton ami, t'as changé tes plans. Il dit: oui, j'ai changé parce que ouais, j'ai oublié que j'avais un truc demain important à faire et d'ailleurs je vais aller dormir. Il voulait pas rester avec sa mère, il est parti dans la chambre, il s'est mis dans son lit et il faisait que de cogiter. Et là, il va commencer à faire marcher la machine à mémoire. Et il va remonter jusqu'à Fouzia, jusqu'au jour où il devait partir lui demander sa main. Là. Et là, il se rappelle un détail. Il dit: le jour où il devait partir demander la main à Fouzia, sa mère, ce jour-là, elle a insisté pour qu'il boive un verre de leben, un verre de lait. Mais la manière dont elle est venue, il se rappelle, c'était dans la précipitation, juste avant de sortir. Tiens, bois ça. Mais non, j'ai pas soif. Mais bois, c'est dit et tout. Ça porte bonheur. Alors, il avait bu glou, glou, glou. Mais lui, il se rappelle quand même ce détail-là. Mais surtout que sa mère, son changement d'acceptation, du fait qu'elle a essayé de résister, et du jour au lendemain, elle lui a dit: vas-y, ok. Parce qu'elle, dans le sujet de Fouzia, ce qui lui plaisait pas, c'était le fait que son fils, il allait vendre à la terre. Parce qu'elle voulait qu'aucune parcelle de ce terrain-là ne parte. Donc, après, elle a fini par accepter, elle a changé d'avis comme ça, en moins de 24 heures. Et après, bref, il se rappelle là. Mais il se rappelle aussi que le jour où ils sont partis chez la fille de l'autobus, là, qui s'est fait agresser, pour faire l'acte de mariage, pareil, elle lui avait fait boire du lait, et de manière très précipitée. Je ne sais pas quand il est posé au calme, c'est juste avant de sortir. Et donc, il se rappelle qu'à chaque fois, en fait, qu'elle lui faisait boire le lait, là, en question, surtout que lui, il n'aime pas le lait, de base, il est plus thé. Et bien là, il se rappelle que c'est ces 2 fois-là où il avait bu le lait comme ça à Filbeb, à la porte, juste quand il s'apprête à partir, qu'il lui arrivait les dingueries là, les évanouissements, le fait de voir des genoux, plein de choses comme ça apeurantes. Donc là, il a peur de se dire, imagine, c'est vrai ce que la mère de son pote, elle lui a dit. Et aussi, il dit que quand il pense juste, il aimait le souhait, ou quand il discute avec sa mère, peut-être il va retenter, il veut absolument se marier, il lui arrive les mêmes problèmes à chaque fois.
Donc là, Miskin, il est perdu. Parce que c'est horrible. Imaginez le sentiment qu'il a dû avoir de se dire que potentiellement, c'est sa mère qui a gâché sa vie. Donc là, quand même, il se dit, ça peut aussi grave être possible. Parce qu'à chaque fois que je parle de ça, ma mère, elle a jamais dit, dès qu'il finit de lui dire, je veux me marier, elle lui disait jamais de la première fois, ok. C'est toujours sous négociation, ou elle a toujours essayé de le dissuader, t'es encore jeune, ou t'as pas assez d'argent, ou ci, ou ça. Bref, et d'un coup d'un seul, elle laissait 2-3 jours comme ça passer, et elle était ok. Mais à chaque fois qu'elle était ok, ça se finissait mal. Donc il se dit, elle se dit, si je me marie, je vais l'abandonner, ou elle a peur que je vende la maison, ou elle a peur que je vende le terrain, ou elle a peur que j'aime une femme plus qu'elle. Bref, il commence à se faire comme ça des scénarios. Donc il a froid dans le dos, il a des frissons, il est en panique. Par moments, il se dit, ah, c'est pas un régime, c'est pas possible, c'est impossible que ma mère me fasse ça, c'est impossible, c'est impossible. Mais là, qu'est-ce qui allait se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à douter fortement et à commencer à avoir peur de sa mère. Donc au début, on va dire c'est juste des soupçons et des peurs et des mauvaises vibes et des ressentis qui sont flippants. Parce que, encore une fois, imaginez. Donc là, il dit tellement qu'il en avait peur et que c'est rentré dans son cerveau et que, voilà, il était sûr qu'il y avait de la sorcellerie derrière tout ça. Mais par qui? Si c'est sa mère, vraiment, c'est trop grave. Il se disait que dans le doute, il a commencé, je vous ai dit, à développer une peur envers sa mère et surtout envers sa nourriture. C'est-à-dire que pendant 3 jours, le mec ne va plus rien boire ni manger chez lui. Et donc, pour pas éveiller des soupçons à sa mère, il va lui dire qu'un assaïm, genre en gros, qui jeûne. Et dès qu'il sort dehors, il mange. Avant de rentrer chez lui encore, il mange et il boit. Si bien que pour qu'il n'ait même pas soif, quoi. Il boit même plus d'eau. Dites-vous tellement que maintenant il a peur et qu'il est dans le doute. Mais bon, sa mère, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'elle connaît son fils. Et son fils est un gourmand. Et il meurt pour sa nourriture. Donc le fait de voir que quand elle lui laisse toujours son assiette de côté, qu'elle est sous cellophane comme elle l'a mis sous cellophane, elle commence à poser des questions. Et à avoir peur et à s'inquiéter pour son fils. Pourquoi tu manges plus? Pourquoi tu manges pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as des problèmes? Donc Abd Sattar, il lui dit, ma fiché, genre en gros, j'ai rien, je suis bien, t'inquiète pas. Et il veut plus rester avec elle, il s'enferme dans sa chambre. Tellement que les paroles de l'Ayouz, de l'autre vieille dame là, c'est rentré dans sa tête. Donc là, 1 semaine passe, 2 semaines, et toujours il mange plus et il ne boit plus rien chez lui. Et donc sa mère, elle est de plus en plus inquiète, et elle va discuter avec lui, elle lui dit, ça y est, genre en gros, mon fils, il arrive quelque chose, ça rahni, genre en gros, vas-y, parle, dis-moi, confronte-moi, raconte-moi. Mais ce soir-là, encore une fois, la maman, quand elle voit qu'elle a cuisiné le plat préféré de son fils, mais que celui-ci encore dit qu'il n'a pas faim, il est super fermé, eh bien, la mère va lui dire, tu sais quoi, je m'inquiète pour toi, je vais aller chercher un petit verre de lait, ça va te faire bien, ça va peut-être te réouvrir l'appétit, il te faut un peu de calcium, regarde comment t'es pâle, regarde t'as perdu du poids. En plus, moi je sais que toi tu n'aimes pas la bouffe de dehors, parce que je vous dis, il mangeait que la nourriture de sa mère. Donc vas-y et tout ça, j'arrive, il faut que tu bois un truc. Donc là, sa mère, quand elle m'a dit, je vais te ramener un verre de leben, c'est-à-dire un verre de lait, il a répété derrière elle, genre, leben, genre, voilà, par rapport à quand les fois où il s'est rappelé que quand il lui arrivait des problèmes, c'est quand il a bu le lait. Donc là, il a dit ok à sa mère. Donc sa mère, elle va à la cuisine, elle sort un verre, sauf que elle va pas se rendre compte qu'il va la suivre doucement derrière et la surveiller et raqabaha Abd Sattar. Et donc elle n'a pas prêté attention que son fils il était caché en train de la surveiller. Donc elle ouvre le frigo, elle prend la bouteille de lait, elle le verse dans un verre, elle remet le lait au frigo. Et au lieu d'emprunter le chemin pour aller au salon où Abd Sattar est censé être installé et lui donner le verre de lait, Abd Sattar il voit de ses propres yeux sa mère rentrer avec le verre de lait fait le hammam, dans la salle de bain.
Et donc il entend qu'elle ferme la porte derrière elle et au bout de quelques minutes, voilà Salima ressortir de la salle de bain comme si de rien n'était. Qui, s'il vous plaît, va avec de la nourriture ou de la boisson aux toilettes? Si c'est pas pour faire un truc chelou. Personne. Donc là, le pauvre, quand il a vu tout ça devant ses yeux, toutes les paroles de la vieille dame, tout ce que lui-même il s'est rappelé, tout ça là, ça vient dans sa tête et il commence à avoir des frissons. Donc, il tient quand même à dire à Abdestar que les jours où il se sentait mal après l'échec de la demande en mariage avec Fouzia et l'autre fille, il allait chez des imams, il allait chez des guérisseurs d'Iraqi pour leur dire et leur demander de lui lire dessus parce qu'il se sentait mal, il sentait qu'il avait des choses anormales et tout ça et tout ça. Mais à chaque fois, il lui lisait, mais il disait que c'était pas catastrophique. Pourquoi? Parce que en fait, il se rappelle qu'à chaque fois qu'il buvait le lait, en fait, au bout de quelques jours, quand il était malade, il finissait par tout régurgiter, il finissait par tout revomir. Donc, ça restait pas en lui. Et quand il allait, il n'y avait plus l'attar. Donc, ça fait qu'en fait, les imams, ils lui lisaient dessus, mais ils disaient, t'as rien. Mais là, ça se passait devant lui. Là, il a dit, c'est sûr, elle a mis quelque chose. Où est cachée la sorcellerie dans la salle de bain? Il a dit, il n'a jamais fait attention. Donc là, il reva de manière discrète s'installer comme sa mère l'a laissé au salon. Et elle vient normale avec le sourire et elle lui tend le verre de lait et elle lui dit Belafia, genre en gros à ta santé. Sauf que là, vous n'êtes pas prêt pour le choc et toutes les scènes suivantes qui arrivent. Parce qu'une fois qu'Abdestar voit que sa mère rentre dans le salon, qu'elle lui a tendu le lait, elle lui a dit Belafia, il s'est levé. Il a pris le verre, il a tapé bram le bras de sa mère, le verre il s'est caché. Et là, il va l'attraper par sa gorge et commencer à serrer, à l'étrangler. Donc là, Salima, elle s'est mise à hurler, tasrah, hurler, hurler. Si bien que les voisins de leur immeuble, ils vont entendre les cris et le bruit qu'il y a chez Abdestar. Donc là, ils vont tous, les voisins, sortir de chez eux et se poster devant la porte de l'appartement d'Abdestar et sa mère. Et ils tambourinent et ils sonnent et ils crient à travers la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Donc là, Abdestar, il a mis la main sur la bouche de sa mère pour l'empêcher de crier. Et là, la vieille dame, Salima, elle lui reste 3-4 dents dans la bouche, mais 3-4 dents vraiment pleine puissance. Donc, elle va mordre la main de son fils si fort qu'il va avoir du sang, qu'il va crier, qu'il va lâcher. Et donc, quand il l'a lâché, elle va tenter, je dis bien, de s'enfuir. Et tout ça, c'est ce qui est dit dans le rapport de police, de justice et tout. Et donc là, sa mère, elle essaye, elle tente de joindre quoi? De rejoindre la porte d'entrée. Sauf que son fils, il va la tenir par la jambe ici. Lui, il est au sol parce qu'il avait mal quand elle l'a mordu. Et en fait, il va la faire bram, trébucher. Et il va courir, il va sauter sur sa mère et il va la retourner pour la voir en face de lui. Il est assis sur lui. Imaginez la scène de fou, d'horreur qui se prépare là. Et donc, la vieille, elle le regarde, elle comprend rien. Et là, la vraie personnalité, dites-vous, de Salima va sortir, elle va se mettre à rigoler de manière hystérique et à crier et à dire, je me suis débarrassée. Genre, en gros, je me suis débarrassée de ta grand-mère. Ensuite, comme je vous ai, genre, privé de votre père. Et vous vous rappelez, au début de l'histoire, je vous ai dit que la grand-mère, côté paternel, de Abdestar et son père, ils sont morts dans les mêmes conditions mystérieuses. Donc là, on comprend qu'ils sont morts à cause de la sorcellerie que Salima a fait. Et là, elle dit que si la sœur Fahima, elle est morte, c'est une répercussion de la sorcellerie qu'elle faisait aux gens, mais que ça ne l'a pas empêché de continuer. Et le jour où en fait il a dit qu'il allait se marier et tout, qu'il allait faire sa vie, elle n'a pas supporté de le voir dans le bonheur et marié et avoir des enfants et tout. Elle le voulait que pour elle parce qu'elle était égoïste à souhait. Et donc elle a dit c'est elle qui a tout fait, qui lui faisait la sorcellerie pour dès que les filles le voient ou que lui il voit les filles, il lui arrive les convulsions ou qu'il les voit sous une forme apeurante. Imaginez ça. Là, Abdestar, il pleure, il crie, il lui dit ce que t'es, genre tais-toi. Et il va lui poser une question, tu m'as mis là, j'ai vu, t'étais dans la salle de bain, tu m'as mis toute la sorcellerie. Elle dit oui, parce que
tout ça, tu sais pas que c'est des actes d'amour, parce que je t'aime, je veux pas que tu t'éloignes de moi, je veux pas que tu m'abandonnes. Et là, Abd al-Sattar n'est plus le Abd al-Sattar tout gentil, mignon, inoffensif. Non, là, pour lui, il dit devant lui, c'est plus sa mère, c'est un monstre, c'est une genoune, c'est une chétana. Et elle rigole et elle pleure et elle se débat. Et donc là, il dit, il va se remettre à mettre ses mains autour du cou de sa mère et à serrer, mais elle se débat tellement qu'en fait, il a plus trop d'emprise et il décide de lui glisser le voile qu'elle avait à la tête et de le croiser. Et en fait, il tire les extrémités, je suis désolée des détails. Et il va serrer, jusqu'à ce que sa mère meurt. Et là, il était tellement dans l'hystérie, il était tellement perdu, il était tellement plus lui-même, dites-vous, et bien qu'il va faire l'inimaginable. C'est-à-dire que sa mère, je vous l'ai dit, maintenant c'est juste une joute, elle est morte là. Il était tellement choqué de tout ce qu'elle lui a dit, en rigolant, en le narguant, que c'était à cause de elle, qu'il s'était pas marié, que son père il est mort, sa soeur, sa grand-mère, que c'était une sorcière et qu'elle l'assumait haut et fort et que si et que ça, et bien qu'il va se mettre à taper son corps, à s'acharner, à mettre des coups sur le corps mort de sa mère. Donc les voisins, comme dans un premier temps, ils entendaient les cris et les appels à l'aide et au secours de la mère, ils avaient appelé la police qui vont arriver sur place. Mais au bout d'un moment, le temps que la police elle arrive, ils n'entendaient plus que les pleurs et les lèches, ça veut dire pourquoi de Abd al-Sattar, mais plus la voix de la vieille dame. Donc la police, quand ils ont défoncé la porte, les policiers avec les voisins, ils sont tous rentrés, parce que les voisins, ils étaient curieux, tu vois. Mais les policiers, ils sont légitimes d'être là. Donc là, ils avaient aussi ramené avec eux les pompiers. Ils vont mettre Abd al-Sattar de côté, ils vont trouver, dites-vous, tout le monde a vu la scène de Abd al-Sattar en train d'être sur le corps de sa mère en train de la taper. Les policiers, ils vont le pousser, le mettre de côté, lui passer les menottes. Les pompiers vont prendre la vieille dame, mais quand elle va arriver à l'hôpital, ils vont dire elle est morte depuis là. Donc là, Abd al-Sattar, la police, ils vont le ramener au poste de police et ils vont vouloir commencer à faire avec lui un interrogatoire, l'interroger. Mais t'es malade, mais qui tue sa mère, mais si, mais ça. Et donc quand il parle avec lui, il voit que le garçon, il éclate de rire, il regarde en haut, il fait des... Vous savez, un peu comme, je vous montrerai sa photo, celui qui est dans Prison Break là. Comment il s'appelle? Disjoncté, je crois. Bref, il était comme ça, il est devenu comme ça, le pauvre. Et donc les policiers, quand ils ont vu qu'ils n'allaient rien en tirer, et que surtout son psychologique, il a l'air d'être vraiment atteint, il n'a pas besoin, il doit pas être ici, il doit aller dans un hôpital psychiatrique. Parce que là, son état, il montrait qu'il fallait qu'on lui administre au plus vite des soins psychologiques, psychiatriques. Donc, ils vont le ramener à l'hôpital psychiatrique et il va y rester 45 jours durant lesquels il va recevoir des traitements. On va essayer de le faire immerger de son monde, de sa bulle où il était à notre réalité. Surtout qu'ils vont voir que c'était quelqu'un qui n'a aucun problème. Il n'a même pas un PV. C'est un bon citoyen, honnête, droit. Bref, quelqu'un de bon. Donc là, au bout de 45 jours, tout doucement, il va commencer, Miskin Abd al-Sattar, à redevenir lui-même. Et là, quand les médecins et tout, ils ont jugé que l'état de Abd al-Sattar, il était redevenu lui-même, que la police pouvait l'interroger, il va tout leur raconter, comme je vous ai fait durant cette vidéo, dans les moindres détails, depuis avant sa naissance, jusqu'au jour où il a commis le meurtre de sa mère. Et s'il a commis le meurtre de sa mère, et s'il a agi ainsi, c'est parce qu'il était sûr maintenant que c'était une sorcière et que c'était elle qui lui avait fait ces graves sorcelleries-là. Et celle qui lui en a parlé et qui lui a ouvert les yeux, c'est la mère d'un ami qui s'appelle Untel. Donc ils vont contacter le fils pour qu'il ramène la mère, et la mère va tout raconter, la mère de son ami là, dans les moindres détails. Elle va leur dire, Salima, depuis qu'on est jeune fille, avant qu'on soit mariée et qu'on devienne des grands-mères et tout, eh bien elle a laissé les sorciers. Arayat Mashakil, c'est une dame qui aimait trop les problèmes, c'est une dame qui connaissait les sorciers et les sorcières, il la connaissait par cœur. Elle avait tous les numéros, toutes les adresses, elle y allait comme ça au vu et au su de tous. Nous, les filles et les femmes du village, nos familles nous ont interdit même de la côtoyer, parce que elle, en fait, Salima, dès qu'elle s'embrouillait avec quelqu'un,
elle jurait sur elle qu'il va lui arriver un malheur et il arrivait toujours un malheur. Donc les gens, ils avaient peur de Hubtaha, ils avaient peur de qui elle était, donc ils s'en étaient éloignés. Et c'est vrai que Abdestar se rappelle que jamais sa mère n'avait de visite, ou elle était visitée, donc c'est pour ça qu'elle voulait absolument son fils avec elle, parce que sinon elle avait vraiment plus personne. Mais personne ne voulait faire mal à Abdestar dans le village en disant ta mère elle est ci ou ta mère elle est ça, vu que le garçon, il est monté quelqu'un de bien. Et elle poursuit en disant que de toute façon, elle était vraiment très mauvaise et que pour un petit sujet, un petit conflit vraiment insignifiant, un mauvais regard, une mauvaise parole et tout, tu sais qu'elle va t'ensorceler jusqu'à même il y en a qui sont morts à cause des sorcelleries graves qu'elle leur a fait subir. Et donc elle va conclure en disant que elle, quand son fils il lui a parlé, qu'elle s'est rappelé que c'était le fils de qui, qu'elle l'avait au hasard, genre qu'elle l'avait confronté, qu'elle lui avait tout raconté parce qu'elle était sûre qu'elle ne se trompait pas. Et au final, elle n'était pas du tout dans l'erreur et elle avait bien su et elle savait que c'était la mère qui était derrière tous les malheurs de Abdestar. Et quand les anciens, et surtout les anciennes du village, ils vont être au courant qu'Abdestar, il a tué sa mère, et c'est à cause de ci, de ça, elles vont toutes monter les victimes à la police pour témoigner en la faveur d'Abdestar qu'elle était ci, elle était ça, et que même, dites-vous, le pire truc, c'est qu'il y a une sorcière repentie qui va aller au poste de police pour dire que c'était une grande cliente à moi et que même, à un moment donné, elles étaient en business. Genre, elle allait chez des femmes qui avaient trop peur d'aller chez la sorcière. Elle disait le cas à la sorcière, elle lui faisait le travail, elle allait tourner à la cliente, il faisait 50-50 au niveau de l'argent. Donc, vous imaginez que même une sorcière repentie, elle a témoigné contre Salima. Donc, comme les psychologues et tout ont jugé apte Abdestar à être jugé dans un procès normal, donc le juge et les jurés et tout, ils ont émis contre Abdestar 2 ans de soins psychologiques, psychiatriques avec genre comme un tuteur et tout. Et après ces 2 ans de soins à l'hôpital psychiatrique, il pourra faire, ils ont mis contre lui 4 ans de prison pour le meurtre de sa mère, mais ils ont essayé de faire au plus bas au niveau de la peine, parce qu'ils ont dit qu'il a déjà vécu l'enfer et la prison et tous les malheurs avec sa mère, donc aller au-delà, et la justice ne voulait pas parce que pour eux, il avait déjà payé assez cher. D'avoir une mère comme il a eu, et Ihni El Qadiya Tekaffalat. Et c'est ici que le dossier Abdestar et sa mère se referme. Donc j'espère que vous avez aimé cette histoire, et c'était l'histoire de Abdestar et du terrible secret que sa mère était une grosse sorcière et qu'elle lui a ruiné sa vie. J'ai fini cette vidéo et oh Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Je vous ai dit au début que vous n'allez pas être prêts pour toutes les révélations qui vont arriver par la suite dans celle-ci. Et plus vous voyez quand on avançait dans l'histoire, plus en fait on était choqués et plus on commençait à se douter que la maman était derrière tout ça. Mais les raisons là, c'est grave. Donc, dans cette vidéo, exceptionnellement, je ne vais pas donner mon avis, mais je vais vous laisser vous donner votre avis sur cette histoire. Et la question, ça va être, si vous auriez été Abdestar et que vous auriez appris toutes les révélations par la suite, quelle aurait été votre réaction et comment vous aurez réagi? Moi, ma réaction aurait été que je crois, j'aurais été tellement choquée que ce soit la personne la plus proche de toi, genre ta mère, qui t'ait fait tout ça et qui est derrière la mort de tant de personnes, hormis les personnes de sa famille, et qui a rendu fou et folle des personnes, qui a fait autant de mal et tout, parce que j'aurais eu un choc trop violent émotionnel et j'en serais morte. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de mettre mon petit like, de vous abonner, de venir me suivre sur mon TikTok, mon Snap et mon Instagram. Et il y a une HDV spéciale qui est en train de se préparer. Vous allez voir, mais je ne veux pas en dire plus pour que le projet, Inch'Allah, se concrétise. Et voilà, et il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Et la prochaine vidéo va être une storytime horreur. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini. Mais déjà, ce que j'ai commencé, et j'ai commencé à la raconter à ma mère, elle m'a dit, il faut que tu ailles
lire la suite là et que tu viennes la raconter tellement que elle est waouh, pleine de frissons. Donc Inch'Allah, ce sera la prochaine vidéo. D'ici là, qu'on se revoit, portez-vous bien. Moi et Spears, on va aller manger et Inch'Allah, je vais commencer le montage pour essayer soit de vous la mettre, celle-ci, cette vidéo, pour vendredi ou bien samedi. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être présent à chaque nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!